Je tiens pour commencer à remercier le Job Summer Camp parce que ça me fait très plaisir de donner cette conférence-là. La dernière fois que je l'ai joué, c'était en interne à Zenica, dans nos événements internes, et j'avais eu beaucoup de questionnements, de retours là-dessus, pas mal de discussions, et du coup, j'espère que ça mènera à ce genre de discussion derrière. L'idée du talk, juste pour info, donc le talk il est venu après échange avec pas mal de monde, notamment Yvonic, Open Source Advocate chez Zenica. Il travaillait sur pas mal d'idées sur comment on peut promouvoir un projet open source, comment promouvoir quelqu'un qui travaille sur un projet open source, donc on se posait pas mal de questions. Et puis à côté de ça, en échangeant pas mal avec Jean-François Garot, qui est au GDG Nantes d'FS Nantes, qui fait pas mal d'événements pour essayer de promouvoir et aider les gens à devenir speaker. Et du coup, il y a pas mal de choses que voilà, on échangeait, et je me suis dit, bah, ça pourrait être pas mal d'échanger sur ce que j'ai repéré qui pouvait être intéressant et donner un certain nombre d'astuces pour avoir un petit peu son personal branding, faire un peu de self-marketing. Et donc l'idée 101, c'est juste pour dire que c'est un peu une introduction et c'est juste des bases. Et voilà, j'ai plaisir à discuter avec vous de tout ça. Ok. Moi, c'est Julien Duré. Donc, je travaille à Zenica Nantes. Voilà, un de spécial. Déjà, parlons de marketing. Souvent, on parle de marketing, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, j'ai commencé à regarder les définitions un peu partout. Moi, perso, je ne connais pas trop l'aspect marketing. Et donc, la définition, c'est mettre en évidence un plus, un élément, une différence pour la vente. Okay, donc, quand on est développeur, qu'est-ce que ça représente la vente? Est-ce qu'on veut vendre son produit open source? Est-ce qu'on veut vendre un produit de sa boîte? Est-ce qu'on veut se vendre? Okay, donc déjà, c'est une première réflexion à avoir. Et puis le marketing, c'est aussi l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réussir à vendre. Okay, dans l'aspect marketing aussi, il y a tout un aspect différent qui est aussi étudier le marché, okay, voir ce qui existe, voir aussi ce qu'on appelle aussi créer le marché, créer un peu la demande. Donc moi, le talk, il est parti du principe que je travaille dans une ESN, j'ai pas vraiment de produit à promouvoir, donc le talk va se concentrer plutôt sur du personal branding, c'est-à-dire du marketing de moi-même. Petit disclaimer aussi que j'ai pas indiqué, c'est que le talk du coup se base plutôt sur des personnes que je connais, donc je vais les citer, mais voilà, c'est pas forcément que orienté sur certains types ou certains genres ou autres, c'est voilà, c'est juste que c'est des personnes que je connais, donc je les ai pris en exemple. Donc pourquoi on parle de self-marketing? Donc du coup dans le marketing il y a pas mal de choses, il y a le content marketing, du coup le social media marketing, l'inbound marketing. En gros l'idée c'est surtout de travailler sur, on va dire, réussir à faire en sorte que les gens viennent vers vous sans forcément faire de la publicité intrusive. Donc l'idée c'est pas de peindre toutes les voitures ou tous les bus de la ville en mettant Julien Duré, les speakers au Jack Summer Camp, mais plutôt essayer de juste communiquer d'une façon que les gens voient en fait que vous avez potentiellement quelque chose d'intéressant à dire, à expliquer, et que les gens viennent vers vous. Okay, le but là-dedans en fait c'est qu'on nous appelle pour travailler sur un sujet qui nous plaît. Donc finalement c'est quand même pas mal de com. Bon, on peut avoir après la notion de marque qui vient avec, mais on pourra venir dessus. Donc tout ça pour conclure sur ce premier slide, l'idée là c'est en fait de se dire, par exemple si je veux travailler sur du Vue.js, peut-être que finalement il faut que je me mette en avant, ou en tout cas que je parle un peu de choses autour du Vue.js, et comme ça peut-être que des clients ou des collègues vont venir me pinguer pour travailler par exemple sur du Vue.js. Okay, donc la première étape pour ça, c'est produire du contenu. Okay, si on n'a pas de contenu, ça ne marche pas. Donc l'idée aussi là derrière, c'est de se dire qu'on va produire dans un contexte qui vous intéresse évidemment. On va essayer plutôt de se promouvoir, ou en tout cas travailler un sujet qu'on aime, et pas aller à reculons pour travailler un sujet, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant de voir aussi en termes de contenu, c'est qu'on a un truc très français versus on va dire une culture américaine. C'est que globalement aux États-Unis, on va dire soyez fort, continuez à être fort là où vous êtes déjà fort. Donc si vous avez déjà des appétences par exemple en JS, continuez sur du Vue.js. A contrario, par exemple, au collège ou au lycée, vous pouvez être bon en maths et en chimie. Vous avez une note pas terrible en géographie. Et ce qu'on va vous dire, c'est travaille la géographie. Aux États-Unis, à l'inverse, il y a des gens qui ont des diplômes alors qu'ils ont fait que du sport. Ils sont très bons dans leur domaine, ils font beaucoup de sport. Ils prennent que des modules de sport et à la fin, ils ont un diplôme lié au sport. Okay, donc c'est aussi pour expliquer la différence de philosophie là-dessus.
Donc niveau contenu, il y a pas mal de choses qui peuvent être réalisées. Comme là, par exemple, au Job Summer Camp, il y a pas mal de conférences. On peut réaliser des articles de blog, des vidéos, des podcasts, des choses autour de Twitch, même des projets clients. Dans LinkedIn, vous avez une petite partie en fait, où vous pouvez indiquer que vous avez travaillé sur un projet avec d'autres personnes, etc. Des contributions open source, évidemment. Tout le monde a déjà vu des gens potentiellement montrer un petit peu les petits carrés verts de GitHub pour montrer les contributions open source publiques. Travailler sur Stack Overflow aussi, on a une notion de badge. Bon, bref, tout ça en fait peut être intéressant. Là, du coup, ce qui est intéressant dans produire du contenu, c'est là qu'on est vraiment auteur. Donc, on crée quelque chose, on écrit quelque chose. Il y a un autre aspect aussi niveau contenu qui peut être potentiellement être intéressant aussi, c'est être acteur. Finalement, si on retweet des infos liées par exemple à Vue.js, toujours à la pointe en termes de veille techno, peut-être que vous pouvez créer aussi quand même une audience et finalement les gens vont quand même vous identifier en fait à Vue.js. Mais vous pouvez parler de bonnes pratiques, d'idées, de feedback, des événements, retweeter par exemple des choses du Job Summer Camp, etc. Tout ça en fait, ça va faire quand même du contenu qui va s'ajouter en fait à votre personal branding. Alors après, de temps en temps, on pose la question, mais pourquoi je produirais du contenu? Bon, il y a Alice Pittel qui explique en différents bullet points, et c'est assez intéressant de voir que il y a différents niveaux. Ça peut être tout simplement vous vous mettez en danger, sortir de sa zone de confort. Donc ça va aussi avec le fait de se challenger. L'idée aussi, c'est potentiellement d'aider des gens. Okay, produire du contenu, c'est pas forcément pour se mettre en avant, c'est potentiellement aussi en se disant que peut-être que d'autres personnes dans le monde vont rencontrer le même problème, et donc moi je vais l'écrire, comme ça ces personnes-là, elles auront peut-être une solution plus rapide au même problème. Deuxième étape, se sentir légitime. Ça c'est quelque chose d'assez classique. En fait, c'est de se dire, finalement on a vite le syndrome de l'imposteur. En fait, on se dit souvent, qu'est-ce que j'apporte par rapport aux autres? Pourquoi moi, je parlerais de Vue.js alors qu'il y a plein de monde qui peut parler de Vue.js. Donc l'idée vraiment, c'est de se dire que même en démarrant des choses très très simples, on peut vaincre du coup ce syndrome de l'imposteur. Ce qui est intéressant en astuce, c'est potentiellement aussi de se concentrer sur une spécialité. On essaie de se concentrer sur un domaine particulier. Typiquement, si on a quelqu'un qui tweet à la fois des choses sur du back, du front, du DevOps, du cloud, de la data et de l'agilité, en fait c'est un peu diffus. On a du mal à identifier la personne sur quoi elle semble, en tout cas avec un minimum de sachant sur la spécialité. Donc finalement, si on est trop généraliste, on ne dégage pas vraiment d'audience. Donc on est difficilement identifiable. Alors que si on essaie de se concentrer sur peut-être un domaine qu'on aime particulièrement, je ne sais pas, le cloud au hasard, on va essayer plutôt de poster des trucs autour du cloud, et là du coup on aura peut-être une audience qui va nous suivre, on va rester pertinent par rapport à ça. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que finalement c'est pas possible de tout connaître, donc est-ce que ça vaut le coup de faire des get started sur un peu tous les sujets, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un sujet et aller en profondeur dedans, parce qu'en plus on aime ça. Ce qui peut être intéressant aussi en termes de communication, c'est de ne pas hésiter à avoir des convictions. Là, on a par l'exemple d'André Staltz qui, dès janvier 2017, tweetait sur comment il essayait de surfer en bloquant un petit peu tous les accès à Google, Facebook, etc. et qu'il avait du mal. Et aujourd'hui, en 2019, il travaille beaucoup sur des specs et a monté une société qui travaille sur un web décentralisé. Donc on voit en fait que dès le début, il avait une conviction très forte et il a créé une audience par rapport à ça. La majorité des personnes qui le suivent aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir un monde qui se coupe des géants du web et qui soit coupé donc de Google, Facebook, etc. dans un web décentralisé. Donc ça peut être assez intéressant. Et de la même manière, même si vous êtes sur un domaine spécialisé, évitez peut-être de changer d'avis un tweet sur deux. Dire ouais Amazon, ouais, c'est super bien, et puis ah non, ce truc-là d'Amazon, ouais, c'est tout pourri. Enfin bref, peut-être essayer de garder aussi quelque chose de cohérent et pas changer d'avis. L'aspect reconnaissance, là je vais citer Nicolas Lepage, qui a fait une conf l'année dernière sur les gophers. Donc il avait fait un article sur le blog de Zenica et sur Medium, c'était le même, qui expliquait du coup comment démarrer avec WebAssembly avec du Go. Et puis une ou deux semaines plus tard, dans la Golang Weekly, oh, je vois quoi? En deuxième article, Nicolas Lepage. Donc même par email ou n'importe quel lecteur d'email, en fait le deuxième article, je voyais que c'était lui qui était là. Je me dis ah ouais, c'est quand même intéressant et tout, mais du coup je vais le voir. Et t'as fait quelque chose du coup pour apparaître là-dedans? Bah non, ils m'ont trouvé comme ça, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a juste écrit un article
Et finalement, il y a quelqu'un qui a trouvé son article pertinent, qu'il a ajouté à la Golang Weekly. Et du coup, je me suis amusé à aller voir c'était quoi la Golang Weekly. Et du coup, bon, c'était il y a 6 mois, mais il y avait 26 000 subscribers. Okay, donc son article a potentiellement été poussé à 26 000 personnes. Alors qu'au départ, il a juste publié pour expliquer comment on démarre avec Go pour faire du WebAssembly. Donc voilà, c'est un exemple qui est assez intéressant et qu'on peut vite avoir de la reconnaissance. Donc ça, ce qui est intéressant derrière, c'est que ça peut vous conforter justement à vaincre un petit peu le syndrome de l'imposteur et continuer à travailler sur un certain nombre de choses qui sont peut-être liées à WebAssembly et Golang par exemple. Ce qui est intéressant aussi pour vaincre le syndrome de l'imposteur et se sentir à l'aise, c'est pas hésiter à conserver des stats de ce qu'on fait. Okay, que ça soit en fait tout simplement pas pour juste avoir des chiffres, mais tout simplement pour voir un petit peu la pertinence de ce qu'on fait. Si on fait voilà, des talks, combien de personnes il y avait en gros dans la conférence? Peut-être que c'est intéressant de voir, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait 10 personnes, est-ce qu'il y avait 50 personnes, est-ce qu'il y avait 500 personnes? Parce que vous ne touchez pas forcément la même population. Ce qui est intéressant aussi potentiellement, c'est, moi j'aime bien au moment par exemple des entretiens annuels, de refaire une revue de toute mon année, de voir un petit peu, est-ce que j'ai écrit des articles de blog cette année? Si j'en ai pas écrit, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Peut-être que j'avais pas de sujet, mais peut-être que j'avais pas le temps, peut-être que j'étais pris sur autre chose, peut-être que c'est parce que j'ai fait une nouvelle vidéo, peut-être parce que j'ai fait peut-être trop de conférences, voilà. Mais en fait l'idée c'est de pouvoir s'analyser, donc n'hésitez pas en fait à garder comme ça des chiffres et peut-être retourner voir par exemple un article que vous avez publié, 6 mois plus tard vous regardez le nombre de personnes qui sont allées voir l'article et ça vous donne quand même un petit peu une jauge, et cette jauge là elle n'a pas forcément beaucoup bougé après dans le temps. Donc vraiment l'idée de se situer aussi, on va dire, dans les années qui passent. Un autre point qui est pas évident et qui est vraiment une démarche que tout le monde n'a pas, c'est essayer en fait de gagner en visibilité. Alors, déjà, comme on l'a dit, l'idée c'est d'être assez à l'aise à présenter son expertise. Si déjà en fait on n'a pas réussi à produire du contenu et se sentir légitime, on va avoir encore plus de mal à essayer de gagner en visibilité. Après, il y a la question souvent de se dire mais pourquoi j'aurais envie de gagner en visibilité? La réponse, elle peut être de deux aspects. Le truc simple, c'est que si on veut être populaire, c'est pas forcément dans l'informatique qu'il aurait fallu être, mais peut-être dans d'autres métiers. On m'avait cité la télévision la dernière fois que j'ai donné la conférence, mais potentiellement, ça peut être intéressant de créer une audience, okay, d'échanger, de créer une communauté derrière vous pour justement partager. Okay, on a dit tout à l'heure, peut-être qu'on a fait un petit article pour résoudre un problème. Peut-être qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui vous suivent, qui ont rencontré d'autres problèmes et vous pouvez les aider. Donc pour ça en fait il y a une présence qui est finalement assez importante aujourd'hui, notamment dans le monde du développement, c'est avoir une présence virtuelle. Okay, donc un truc tout bête, mais avoir une jolie photo identifiable, c'est quelque chose qui marche quand même plutôt bien, c'est-à-dire que ça soit un peu sur tous les réseaux que vous avez, du Reddit, du GitHub, du Twitter, du je sais pas, LinkedIn, etc. Même pour les conférences, sur les différents flyers, etc. Avoir finalement en fait à peu près la même photo, vous êtes identifiable. Après, sur l'aspect diffusion, en fait, on a, en France, du coup, souvent on est plus à l'aise à commencer à écrire en français. Enfin, ça dépend des personnes, évidemment. Mais ce qui peut être aussi pas mal, c'est d'essayer de diffuser en anglais. Évidemment, on touche une population beaucoup plus importante. Et ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Ce qui peut être aussi intéressant dans l'aspect diffusion, c'est de ne pas hésiter en fait à diffuser d'abord en interne dans vos sociétés ou dans, je sais pas moi, des retours que vous auriez par exemple à Node.js ou je sais pas quelle communauté que vous auriez dans le coin, pour essayer de voir en fait ce que ça donne et après vraiment le diffuser à l'extérieur. Au moins attendre d'avoir un minimum de retours pour se sentir à l'aise en fait avec un article. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir une ligne éditoriale. Par exemple dire tous les mardis, j'essaye de publier une nouveauté de Vue.js qui vient de sortir. Okay. Ce qui peut être aussi, c'est être présent pour ses pairs, donc donner un coup de main. C'est quelque chose qui marche très très bien quand même finalement. C'est quelqu'un qui a un problème, vous l'aidez à le résoudre, vous êtes à coup sûr d'avoir du coup quelqu'un qui dit merci telle personne de m'avoir aidé sur tel projet, de m'avoir filé un coup de main, d'avoir résolu mon problème, merci pour ton temps, etc. Et en fait, du coup, vous avez un aspect de bienveillance qui est assez intéressant et qui est finalement important si on veut gagner en visibilité. Côté visibilité, moi, il y a un truc que j'aime bien sur GitHub, c'est afficher publiquement à la fois ces organisations, mais aussi là où on est. Moi, je suis fier d'être à Nantes,
d'être nantais. Et grosso modo, moi je suis fier de bosser à Zenica. Je suis Docker trainer, je suis fier d'organiser le GDG Nantes et le DevFest Nantes. Voilà, donc on voit que j'ai mis quand même les tags directement au niveau des différents repos. J'ai pris en exemple Wassim Shegam. On voit qu'il est dans pas mal de core teams. Il a pas mal de logos. Il les affiche publiquement, très bien. Et on voit, à contrario, quelqu'un qui est très connu, Evan You, je pense que tout le monde connaît à peu près qui c'est. Et lui, en fait, il a une organisation, parce qu'en fait, tout le monde le connaît. Il est sur Vue.js. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus, en fait. Il n'y a pas besoin de se mettre plus que ça en avant. C'est le créateur de Vue.js. Bon, bah voilà, il est juste dans l'orga Vue.js. Donc, on voit en fait qu'on peut aussi avoir différents niveaux dans l'aspect branding. Mais finalement, l'astuce, c'est juste de soyez fiers de ce que vous faites. Pour les CFP, quelque chose qui peut être très très sympa et facile à partager, c'est de ne pas hésiter en fait à se créer une playlist avec les différents talks que vous avez déjà joués. Que ce soit des talks d'ailleurs en interne. Il y a souvent beaucoup de talks qui sont faits en interne et qui peuvent être de temps en temps filmés. Ou des talks qui ont été tournés dans différentes conférences. Ça c'est intéressant parce que du coup on a un seul lien. Par exemple, quand vous soumettez un talk dans des CFP de d'autres conférences, en fait les organisateurs peuvent regarder un petit peu les sujets que vous avez fait, votre aisance à l'oral. Donc ça permet en fait pas tant sur le fond mais sur la forme de voir un petit peu comment vous présentez. Et ça c'est aussi quelque chose qui est important. Et pour info, je tiens à remercier Eric Briand pour l'idée. Autre exemple, c'est de se créer par exemple un SlideShare ou un speaker deck avec les différentes présentations que vous avez faites. De la même manière, vous faites des BBL en entreprise le midi, quelque chose qui n'est pas forcément peaufiné, mais vous avez quand même du contenu, que vous allez réaliser quelques slides. N'hésitez pas en fait à tout mettre dans un repo. Et ça, c'est facile aussi à partager dans des CFP. Et ça permet en fait de rapidement voir ce que vous travaillez. Donc là, on voit Pierre-Yves qui est en bas en train de faire un truc sur du Kubernetes. On voit qu'il est quand même plutôt Ops. Hein. On voit il fait du Linux Kit, de l'alerting, du Prometheus. Voilà. Je vois à peu près un petit peu le domaine d'expertise de la personne. Le SEO, donc là j'avais repris l'exemple d'Eric, et en fait en tapant son nom, il y a des personnes du coup on les retrouve pas forcément, alors que là en fait en tapant Eric Briand tout simplement sur Google, on voit qu'il a fait des confs Web Today, Alliance Libre, il a fait une vidéo, il a été au Web Today, on l'a en lien directement, on voit qu'il a fait des articles de blog, donc voilà, on voit un petit peu aussi, et on voit un petit peu que ça tourne quand même autour de Docker, ok. On voit qu'il y a le mot Docker qui revient pas mal de fois. Donc on se dit, ce gars-là, il doit s'y connaître en Docker. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est du coup de regarder en fait d'autres personnes, comme Emma Winderkind, qui dit, voilà, pour avoir des followers, soyez simple, soyez vous-même, soyez optimiste. Globalement, tweeter des choses comme quoi ça marche pas, ça donne pas trop envie de vous suivre. Hein. C'est cool de le savoir, mais bon. Alors que tweeter je viens de tester ce truc-là, je suis plutôt enthousiasmé par cette solution-là, souvent ça motive plus quand même à regarder le projet que si on dit que c'est pas terrible. Un autre exemple aussi, là pareil, je parle de Zenica parce que c'est ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu personnellement, mais on avait deux personnes qui étaient allées à Vue.js Amsterdam et du coup on a fait un retour à Zenica là-dessus. Et comme souvent à des événements, on fait une photo avec les speakers, on montre qu'il y a un peu de monde, on explique vite fait ce qu'ils ont expliqué. Et puis à la fin, vu qu'ils étaient à la Vue.js Amsterdam, je me suis dit, hop, je vais le taguer, on sait jamais. Bon, c'est le nom de la conf, c'est comme ça au moins c'est identifié là où ils étaient. Et là, hop, dans les retweets, tiens, il y a un petit Vue.js Amsterdam qui apparaît. C'est cool. Bon, le tweet était pourtant en français. Et là, du coup, je vais voir Vue.js Amsterdam, et en fait, il y a quand même 10 000 followers. Ok. Donc le tweet au départ c'était juste par réflexe j'ai cité la conf, mais finalement la conf elle m'a retweeté. Tout ça pour dire que n'hésitez pas à citer les bonnes personnes, ok, dans vos tweets ou dans vos communications. Donc faire des tweets complets en expliquant ce qui se passe et en tweetant les bonnes personnes, ça peut motiver en fait les personnes quand le tweet est bien fait à les retweeter. Donc là moi j'étais étonné quand même parce que Vue.js Amsterdam il tweetait que des choses en anglais et donc il y avait un tweet en français qui traînait en plein milieu. Alors je sais pas sur cet exemple-là si ça a eu beaucoup d'impact, je pense pas, mais tout ça pour dire que ça se tente, ok, de tweeter différents comptes, etc.
Un truc aussi qui peut être pas mal à faire quand on est speaker, c'est essayer de travailler et un petit peu de s'annoncer. Ok, pour ça qu'on parle de self-marketing. Un exemple, c'est je travaille un talk sur la technologie Y. Qu'en pensez-vous? Ok, pour potentiellement amener la communauté à donner du feedback, potentiellement avoir quelqu'un d'autre qui vous dit ah ouais, moi j'aimerais bien faire le même genre de talk, est-ce qu'on peut pas être co-speaker? Ou quelqu'un d'autre qui dit ah tiens au fait t'as vu ce nouveau projet là, il a l'air intéressant. Donc l'idée c'est de communiquer sur le fait qu'on est en train de préparer un talk. Après dans l'idée ça peut être aussi de dire j'ai postulé à telle conférence pour essayer de pinguer et de faire de la pub finalement à la conférence à laquelle on veut aller. Après ce qui peut être fait aussi c'est quand on reçoit le CFP qu'on a été pris, c'est de dire youpi je vais aller au Job Summer Camp, merci aux organisateurs de m'avoir sélectionné. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'annoncer votre venue, ok, pour essayer de faire en sorte que les gens qui vous suivent en termes d'audience voient que vous allez être à une conférence, de dire voilà, je serai au Job Summer Camp après-demain, venez découvrir la nouvelle technologie Y. Après coup, ça peut être aussi de dire voilà, merci d'être venu, voici mes références, mes slides ou les références du projet que j'ai présenté. Je suis dispo pour échanger en réel ou potentiellement dans ma présence virtuelle. Évidemment, remercier souvent les organisateurs, ça aide. Il y a beaucoup d'organisateurs qui font des conférences bénévolement. Et puis, ça peut être après coup, quand la vidéo sort, de dire voilà, ma vidéo sur le Job Summer Camp est sortie, n'hésitez pas à la voir, etc. Donc, voilà, c'est juste des petites notions, mais qui peuvent être intéressantes pour essayer de travailler cet aspect-là. Donc là, c'est un exemple que j'ai repris du DevFest Paris de cette année. Là, ce qui est intéressant, c'est donc il remercie donc le DevFest Paris, donc il cite la conférence, une équipe au taquet, donc il remercie les organisateurs, le public, il remercie du coup son public, donc il est à peu près tout bon pour le moment. Et en fait, la salle était pleine, était comble à sa conférence. Et du coup, en fait, il a tweeté directement une vidéo où il avait déjà joué cette conférence-là. Comme ça, toutes les personnes qui potentiellement étaient intéressées pour voir son talk ou qui ont entendu après coup que sa conf était plutôt cool, si elles se pointent sur son Twitter, elles voient que du coup, on peut regarder sa vidéo. Okay, sa vidéo a déjà, cette conférence-là, alors peut-être pas tout à fait la même, mais quasi la même, a déjà été jouée et a été enregistrée. Donc là, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Même si l'audience n'était pas présente, on peut avoir la vidéo. Autre point intéressant, c'est que si on a des organisateurs de d'autres conférences qui traînent à ce niveau-là et qu'on entend parler de quelqu'un et la conf avait l'air cool, et en faisant ce tweet, on va peut-être commencer à regarder aussi la vidéo et peut-être se dire ah ouais, ce talk-là, il est pas mal, j'aimerais bien l'avoir. Et puis du coup, on peut peut-être pinguer le speaker, etc. Donc en fait, on va venir, nous organisateurs, vers le speaker pour essayer de le faire venir à notre conférence parce qu'on trouve qu'elle est pertinente, qu'elle est intéressante. Quatrième point, gagner en notoriété. Donc la notoriété, c'est vraiment être associé à un thème. Donc dans l'exemple, c'est de se dire, si je pense Scrum Master à Nantes, à qui je pense? Okay, donc là, si vous avez une personne ou deux qui viennent en tête, ça veut dire qu'ils sont notoirement connus pour être bons Scrum Master sur Nantes. De la même manière, si je pense DevOps à La Rochelle, si vous avez une ou deux visages qui apparaissent, ça veut dire qu'ils sont finalement notoirement connus par rapport à ça. Donc ça, c'est une notion intéressante aussi. Comme remarque aussi qu'on me donne souvent, c'est que si l'informatique, si on aime le DevOps à un instant T, on n'a pas forcément envie de rester enfermé dans une case DevOps toute sa vie. Donc là, ce qui est intéressant à expliquer, c'est que cette notion-là, c'est pas forcément de dire qu'une fois qu'on est un peu associé à un thème DevOps à La Rochelle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre à faire du web. C'est juste qu'il faut savoir que si on change d'expertise, finalement, on risque de perdre une partie de son audience qu'il va falloir regagner peut-être sur le web. C'est juste qu'il faut en avoir conscience un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes enfermé toute la vie à faire du DevOps, etc. Ok, voilà. Il y a l'aspect networking qui est intéressant. Donc dans l'aspect networking, il y a un truc qui est pas mal, c'est être présent aux événements de son domaine. Donc moi, dans l'exemple, il y a côté Google, il y a un Cloud Summit à Paris tous les ans.
bah, j'essaye d'être présent, juste en participant, parce que je croise potentiellement des speakers, des clients, des anciens collègues, des gens de chez Google ou autres que je connais. Et en fait, c'est à cet endroit-là tous les ans que je les vois. Il y a peut-être des personnes que vous voyez au Job Summer Camp tous les ans que vous ne voyez pas sinon régulièrement. Okay, donc ça, en fait, ça permet d'avoir un rendez-vous régulier et potentiellement d'échanger sur votre domaine d'expertise. Tiens, qu'est-ce que tu as appris sur Vue.js dans la dernière année, etc. D'échanger là-dessus. Donc il y a l'aspect créer un rendez-vous régulier. Il y a pas mal de choses qui se font aussi maintenant, par exemple sur Twitch ou d'autres éléments, de se dire, je sais pas, le troisième jeudi de chaque mois, il y a un meet-up. Tous les dimanches à midi, je serai sur Twitch à expliquer une nouvelle technologie autour du JS. Ce genre de choses, en fait, ça vous permet de garder une audience et d'être finalement notoirement connu pour faire ce genre de choses régulièrement. L'autre point aussi qui peut être intéressant, c'est l'aspect un peu mentoring ou co-speaking aussi. C'est de se dire, finalement, pour gagner en notoriété, si je sais que quelqu'un, par exemple, est très connu sur un domaine et que c'est un domaine qui m'intéresse et la personne, on va pas dire que c'est une idole, mais on voit que voilà, elle a une certaine aura et je pense qu'elle est pertinente sur son sujet. Ça peut avoir le coup en fait d'essayer de travailler avec elle, okay, d'apprendre à ses côtés. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est par exemple, il y a Didier Girard par exemple qui est très connu sur l'aspect GCP qui est chez Sphere, et j'étais hyper content de pouvoir faire un talk avec lui il y a 2 ans. C'est arrivé qu'une fois, mais j'ai trouvé ça hyper enrichissant, hyper intéressant de faire un talk avec lui, alors qu'avant je le voyais tout le temps en conf et tout, mais voilà, l'idée c'était juste de vraiment faire un talk avec lui et d'apprendre, de s'enrichir un petit peu de lui. Alors c'est pas forcément pour ça après qu'on est notoirement connu direct, mais c'est juste que ça vous permet en fait de travailler un petit peu cet aspect-là en étant au contact de personnes qui sont, on va dire, j'allais dire plus connues, mais on va dire plus expertes finalement dans leur domaine. Donc comme j'ai dit, créer du rendez-vous, là on a l'exemple de Suze Hinton, donc qui bosse à Stripe. J'ai essayé de faire afficher différents éléments. On voit le nombre de followers sur Twitch, 15 000, le nombre de vues totales. Et en fait, on le voit ici tous les dimanches à environ midi. Oui, elle fait une conférence du coup sur Twitch. Okay, enfin une conférence, un live démo d'une technologie ou autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que y a pas mal de gens du coup qui savent qu'à tel moment, à telle heure, si je me connecte à tel endroit, j'ai telle personne que je trouve pertinente, intéressante, pédagogue, qui va me présenter du coup un sujet. Et donc, je vais m'abonner, je vais suivre ce qui se passe régulièrement. Okay, donc ça permet vraiment de créer une audience assez forte. Et après, en fait, c'est plus à vous aussi de faire en sorte d'amener la communauté à échanger pour vraiment avoir une notion justement de communauté derrière ce que vous présentez. La notion de marque un petit peu aussi, c'est toujours intéressant. Là on voit Jean-François Garot qui faisait une sphère cool, donc une sphère school, on le voit dans le hashtag. Donc bon, je sais pas trop ce que c'est une sphère school, mais je vois le tweet comme ça, je me dis ça a l'air assez cool quand même, hein. Les gens ils ont l'air de s'amuser quand même, ils sont pas en train de faire la tronche, ça a l'air assez sympa. Les locaux ont l'air cool. Donc peut-être que je vais aller voir ce que c'est. Okay, je vais peut-être regarder le hashtag, je vais peut-être fouiller un petit peu pour comprendre pourquoi ça a l'air aussi fun. Donc là en fait on voit qu'il y a une notion de marque qui apparaît. Okay, faire cool, ça a l'air cool. Okay. L'autre notion, ouais, c'est ça. Le truc aussi qui peut être intéressant, c'est évidemment de se faire tweeter par quelqu'un d'autre. Donc là, c'était ma boîte qui tweetait sur 2 personnes. Et en fait, on essayait de mettre en avant différentes choses. C'est que il y en a une personne qui était MongoDB certifiée et une autre qui est formatrice Elastic. Okay, en fait, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que jamais d'eux-mêmes, ils auraient tweeté ce genre de choses. Okay, jamais d'eux-mêmes, ils auraient dit moi, je suis formatrice Elastic, venez à nos formations à Zenica. Jamais. Par contre, du coup, si je leur demande est-ce que tu veux bien que je tweete ça, elle veut bien. Okay, donc l'idée en fait aussi derrière, c'est de ne pas hésiter en fait à essayer de voir si il y a, au-delà de se mettre en avant directement soi-même, donc la notion de self-marketing, de faire en sorte en fait que d'autres personnes tweetent à votre place. Okay, d'autres personnes mettent en avant potentiellement votre expertise à votre place. Donc là, ce qui est pas mal souvent avec
bah, soit les organisateurs de conférences, soit les sociétés, c'est que c'est pas une personne. Ok, c'est une personne morale, mais c'est pas une personne physique qui tweet pour vous, c'est voilà, une entreprise, une organisation. Et donc on se sent souvent plus à l'aise aussi à ce niveau-là. Donc des gens notoirement connus, bah là il y a Kelsey Hightower, je pense que tout le monde connaît à peu près, c'est un peu le gars qui a vraiment mis en avant Kubernetes et qui a fait des démos de fou. Donc il est assez référent dans son domaine depuis pas mal de monde, hein, on voit les followers, etc. Comme on l'a vu sur A1U, on voit qu'il a une seule organisation, il n'a pas besoin de montrer qu'il travaille dans d'autres organisations. Et puis bah, en fait il joue de sa notoriété. En fait il a créé un projet qui s'appelle No Code, et en fait dedans il n'y a rien. Okay, donc je ne sais pas si vous connaissez le projet No Code de Kelsey Hightower. Qui connaît le projet? Pas tant que ça. Bon bah vous irez voir. Et en fait on voit que c'est un projet qui a 27 000 étoiles, et en fait il n'y a rien dedans. Ok. Donc l'idée en fait c'est de travailler un petit peu aussi sur le fait que la personne elle est connue, et en fait elle s'amuse de ça, et sa communauté trouve ça fun en fait. Ok. Donc l'idée aussi c'est de, comment dire, d'être expert dans son domaine, mais c'est pas obligatoirement tout le temps sérieux. On peut aussi s'amuser. Et là on voit l'exemple ici avec le projet No Code de Kelsey. L'aspect remerciement aussi. À l'été 2018, on le voit sur la date du Twitter, je faisais une image Docker pour faire du Chrome headless. Et en fait, Chrome de base dans Docker, c'est compliqué. Donc j'ai utilisé un truc que Jessie Frazel a fait, qui est assez connu aussi dans le monde des ops, on va dire, côté conteneurisation. Et du coup, j'ai juste fait un tweet pour dire merci en tout cas au projet qu'elle avait fait, parce que ça m'a beaucoup aidé pour mon image. Et donc souvent, un tweet que je fais, je suis entre 200 et je sais pas 1000 impressions, si vraiment le tweet il a l'air intéressant. Et là, du coup, elle a juste, elle a répondu, et je sais plus si elle avait retweeté. Et là, du coup, en nombre d'impressions, c'est pas tout à fait la même chose. Ok, je suis à 17 000. Après, des liens sur le clic, bon, je suis à 259 qui sont allés voir mon repository. Donc on voit en fait que finalement ma démarche c'était juste sur le moment de se dire voilà, je vais juste dire que j'ai un projet, et puis je vais quand même remercier la personne qui m'a quand même finalement, elle a mis à disposition en open source un truc qui m'a bien aidé. Donc je vais faire un tweet pour dire merci, c'est cool. Et en fait d'elle-même elle a dû trouver ça cool que je la remercie, et donc elle a retweeté. Et en fait on voit que le nombre d'impressions augmente pas mal. Ok. Donc tout ça aussi pour dire que de base en fait j'avais envie de dire que c'est juste un remerciement. Je l'avais pas fait pour s'appuyer sur cette personne-là, mais finalement ça peut marcher en fait, de s'appuyer sur des personnes connues, un peu comme l'aspect mentoring que j'expliquais juste avant, via la présence virtuelle, ça peut aider aussi. Cinquième élément, c'est conserver son audience. On va dire que vous êtes notoirement connu sur le DevOps à La Rochelle. Vous avez un certain nombre de personnes qui vous suivent virtuellement ou dans les conférences que vous faites. Comment je fais pour conserver mon audience? Là, l'idée, en fait, c'est d'essayer de prendre du recul pour finalement rester simple et rester focus sur finalement ce qu'on veut faire. Okay, donc, il y a l'idée, en fait, de faire de l'engagement. Donc, le call to action, c'est un peu l'idée du tweet de tout à l'heure. Je vais travailler bientôt sur le sujet de la technologie Y. Qu'en pensez-vous? Okay, je propose aux personnes qui me suivent de donner leur avis. Ça marche plutôt bien. Hier, notamment, par exemple, il y avait tout un débat sur Twitter sur est-ce que le YAML, c'est vraiment un langage qu'il fallait lancer avec Kubernetes. Il y a eu beaucoup de trolls, beaucoup de choses de retweeter, de lancer, etc. Mais on voit que c'est parti juste d'une question en fait sur Twitter. Et il y a beaucoup de monde qui s'y est mis. Voilà. Donc on voit que ça marche plutôt bien, et ça permet du coup de rencontrer, de voir qu'il y a différentes personnes qui répondent. Et du coup, si la réponse elle vous paraît pertinente, vous allez cliquer sur la personne pour aller voir qui c'est finalement. Ok. Ne pas hésiter en fait à avoir une landing page. Peut-être que c'est pas mal d'avoir, surtout il y a le domaine .dev ou autre maintenant, voilà son handle Twitter .dev pour en fait recenser un petit peu votre biographie ou ce genre de choses. Okay, ça peut être quelque chose en termes de personal branding qui peut être intéressant, qui n'est pas très compliqué à mettre en place. Ce qui peut être aussi intéressant de temps en temps, c'est juste de parcourir un peu ses followers. Regardez finalement
Vous tweetez pas mal des choses sur le cloud. Est-ce que les gens qui vous suivent, c'est plutôt, je sais pas moi, des choses autour de Kubernetes ou plutôt autour de Firebase qui les intéressent, ou est-ce que c'est plutôt du Google ou du Amazon qui les intéresse? Finalement, c'est quoi un petit peu votre audience finalement? Ça peut être intéressant de voir un petit peu, ça peut donner des tendances. Donc dans l'aspect engagé, il y a potentiellement aussi réengagé. Là, c'était un projet qui avait été créé 6 mois avant. Et il y avait une nouvelle version, et du coup, il y a eu un post qui a été fait pour redire sur Reddit, pour en reparler en fait. Ah, au fait, il y a ce projet-là qui existe, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ok, donc ne pas hésiter à réengager aussi la discussion, si vous pensez que c'est pertinent, évidemment. Le ping aussi, c'est-à-dire la culture du contact. On l'a vu tout à l'heure, donc on peut pinguer des personnes, mais ça peut être aussi j'ai un client qui fait du Vue.js, je vois qu'il y a une nouvelle release de Vue.js, je vais peut-être pinguer le client sur LinkedIn ou autre pour lui dire hey, au fait, tu as vu les nouvelles nouveautés, voici les nouveautés qu'il y a. En fait, au lieu de juste de lui faire un mail, finalement, je vais lui faire une communication un peu en public. Ça va avoir l'avantage de montrer que je travaille avec ce client-là, que j'ai une relation peut-être un peu particulière avec ce client-là, et peut-être qu'il y a d'autres clients qui vont voir que je dialogue en direct avec ce client-là. Ok. Donc peut-être que ça va avoir l'effet que d'autres personnes vont vouloir travailler finalement avec moi. Parce que je suis la veille sur Vue.js, du coup ça semble pertinent et j'ai l'air de m'y connaître en Vue.js. Alors évidemment quand je dis j'ai l'air, c'est juste que forcément sur un post LinkedIn, on va pas dire que la personne est experte. Mais peut-être que si on cherche un petit peu derrière, qu'on retombe sur son YouTube, son speaker deck, sur des articles de blog, sur des podcasts, sur des trucs Twitch, ou je sais pas trop quoi, peut-être qu'on va se rendre compte que la personne elle est bien experte. La notion d'ambassadeur aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est en fait via la bienveillance, via le fait d'aider les autres. Finalement, en aidant les autres au fur et à mesure, si vous avez une audience et qu'il y a des questions et que vous y répondez, du coup, ça va être l'effet inverse qu'on parlait tout à l'heure avec Jessie Frazel. C'est que en fait, vous allez avoir des ambassadeurs, des gens qui vont vous pinguer pour vous dire merci de ton aide, etc. Les gens vont communiquer un petit peu sur vous pour dire merci à toi, franchement tu gères sur Vue.js, merci de m'avoir aidé sur tel projet, etc. Okay, donc ça va potentiellement vous aider aussi. Donc en termes d'ambassadeurs, j'avais trouvé ce tweet assez intéressant. Donc là c'est David Gageot qui est chez Google qui tweetait à propos d'une personne qui fait un talk sur l'UX au DevFest Nantes. Et du coup, qui dit qui gère sur scène, qu'il aurait fallu une plus grosse salle, que je ne pouvais pas rentrer, et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle, finalement, elle a rien demandé. Et David Gageot, lui, il a pas mal de followers. Il a pas mal de monde qui suit. Et donc, il y a pas mal de monde qui va se dire, mais c'est qui cette personne-là? Donc, on voit que là, il y a une notion un petit peu d'ambassadeur. Il a tweeté des infos sur elle. Tout semble plutôt intéressant. Il n'y a aucun mot négatif. Moi, ça me donne envie d'aller voir cette conf-là. Ok. Donc là, on arrive plutôt vers la conclusion avec les inconvénients et les avantages. Les remarques que j'avais eues quand j'avais fait la conférence, c'était mais pourquoi je devrais gagner en visibilité? Pourquoi créer une communauté autour de moi, ou en tout cas créer une audience? Est-ce qu'on doit être forcément une rockstar pour développer en informatique? Est-ce que c'est pas un aspect compétition qu'on veut instaurer? Bon voilà. Toujours aussi l'idée de se dire que c'est pas toujours évident de devoir se mettre en avant. Donc déjà un premier élément de réponse, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous le faites pour les autres, il y a de grandes chances que les autres le fassent pour vous. Ok. Et puis j'aime bien ce truc-là de Cassidy Williams. C'était un podcast qu'elle avait fait, qui expliquait en fait que souvent la notion de personal brand, souvent c'est une notion vraiment une connotation négative. Okay, souvent on voit ça comme un petit peu le mal, comme déjà le mot marketing, oulala, c'est le mal. Mais en fait potentiellement c'est juste de dire ce que vous faites, mais de façon authentique, sans forcément en rajouter. Vous n'êtes pas obligé de en rajouter des caisses sur ce que vous faites, etc. Mais juste communiquer sur ce que vous faites. Si vous avez un projet open source, il n'est peut-être pas fini, mais vous pouvez communiquer dessus. Peut-être que ça va amener d'autres personnes à travailler dessus, à créer une communauté autour, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se dire, c'est pas forcément pour over-communiquer et inventer des choses sur ce que vous faites, mais juste essayer de communiquer un minimum sur ce que vous faites. Parce que si vous voulez que votre projet open source finalement soit un minimum
avec un minimum de succès, bah, va falloir forcément un minimum de communication. Si vous voulez que des clients viennent vous trouver pour travailler sur des projets cool, va forcément falloir que vous communiquiez aussi sur le fait que vous savez faire des projets cool. Ok. Et les avantages, bah, il y en a pas mal. Déjà, en fait, souvent, les sujets qu'on va travailler, que ce soit en open source, je veux tester, je sais pas moi, Svelte, et du coup, je fais un petit projet open source, je communique dessus. Mais en fait, l'idée de faire le truc, c'est qu'on va faire ce qu'on aime. Ok, on va travailler un sujet qu'on aime. On n'est pas là en train de travailler à reculons un sujet parce que c'est tendance. Non, c'est pas ça. L'autre aspect qui est très intéressant, du coup, comme j'ai dit, c'est de donner envie de travailler avec vous. Que ça soit le monde informatique finalement est assez petit. Donc que ça soit les personnes que vous rencontrez, c'est peut-être votre prochain boss, votre prochain collègue, etc. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment on peut en fait avoir envie de travailler avec vous. L'autre notion qui est vraiment intéressante aussi, c'est aider son audience. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, on voit le succès de Stack Overflow aujourd'hui, mais il y a pas mal d'endroits en fait où on peut répondre ou en tout cas aider les personnes. Notamment par exemple voilà, les good first issues sur GitHub, ce genre de choses, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et puis le dernier, alors avantage, pas forcément, mais en fait c'est la notion de marque employeur. Votre boîte finalement, s'il y a quelqu'un qui est assez rayonnant dans votre société, bah, les gens finalement vont quand même aussi s'intéresser à votre société, vont s'intéresser à la personne, mais peut-être que c'est aussi parce que la société donne les moyens à cette personne-là de rayonner. Ok. Donc finalement, il y a aussi une notion un petit peu de marque employeur, qui n'est pas le but au départ, mais finalement qui donne aussi envie de travailler avec ce genre de boîte. Ok. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire le livre de Frédéric Harper, Success in Programming. En fait, il reprend à peu près les mêmes points que j'ai expliqués. J'ai lu le livre après ma première conférence en interne, mais c'est vrai qu'il reprend des points assez intéressants et c'est assez intéressant de voir. Voilà, il explique aussi pourquoi on doit gagner un petit peu de reconnaissance, même si on est, j'allais dire que développeur, même si on est développeur. Et je vous remercie.